Allez, je vous propose de démarrer. Les autres nous rejoindront en cours de route. Aujourd'hui, 8e meet-up, hein, on est le 25 mai midi. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir, quand vous êtes inscrit, on aura 2 talks à disposition. Microsoft fait l'honneur de venir nous voir. On aura Franck et Stanislas qui nous parleront des coûts dans Azure et comment bien les gérer. Et ensuite, Anthony nous parlera dans la dernière demi-heure de benchmark et de l'analyse des ratios entre coût-performance des 5 grands acteurs US, donc les 3 qu'on connaît tout le temps, les 3 hyperscalers, plus les challengers Oracle et IBM. Donc, vous pouvez faire votre quintet dès maintenant et vous verrez dans une heure si vous l'avez dans l'ordre ou dans le désordre. En attendant de laisser la parole et puis le partage de l'écran à Franck et Stanislas, vous avez peut-être remarqué on inaugure aujourd'hui nos nouveaux callers par rapport au dernier meet-up du mois de mars. On avait fait l'annonce que ce meet-up rejoignait un mouvement plus général avec la Fondation au sein de ce qu'on pourrait appeler un chapitre français de la FinOps Foundation, ce qu'ils appellent un SIG chez nos amis américains, c'est un Special Interest Group. Donc voilà, on est officiellement affilié à la Fondation, on travaille avec eux à promouvoir leur contenu et les adapter au contexte régional ou linguistique si nécessaire. Et puis également, on souhaite également produire de notre côté des livrables, des réflexions, des matériaux à partager avec le public francophone et aussi avec la Fondation. Et on a pour ça toute une gouvernance, et notamment ce SIG est tiré par un collège de clients finaux, type CTO de grands comptes du CAC 40, qui s'est réuni pour la première fois le mois dernier. Et voilà, bientôt, vous en saurez plus, on communiquera sur les travaux sur lesquels ce collège de 9 personnes souhaite que l'on travaille plus particulièrement dans le cadre de la gestion financière et environnementale des solutions de cloud public, puisque ceci est le sous-titre officiel de notre petite communauté. Donc voilà pour le préambule. Je vais passer la parole à Stanislas et Franck qui vont partager leur écran également pour la demi-heure qui arrive. Et puis à 12h30, on basculera avec Anthony. À tout à l'heure, merci. Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est parti. Donc je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour. On va passer et donc eh ben c'est parti. Donc avant de parler de l'agenda, juste un petit point, quand on parle de gestion des coûts, on est vraiment qu'au début de l'histoire. Gérer les coûts, c'est être capable d'analyser sa facture, c'est être capable de voir quand on a des anomalies, des dépassements. Et en général, quand on a passé cette étape et qu'on a de l'outillage, on peut commencer à parler d'optimisation des coûts, où là, on va utiliser différentes règles et on va devoir vérifier avec les outillages de gestion des coûts que les optimisations ont eu un impact. Et puis, quand on sait optimiser, quand on sait gérer ses coûts et que on va rentrer plus généralement dans une démarche de FinOps. Donc, le FinOps, c'est, enfin, vous le savez autant aussi bien que moi, plutôt une approche culturelle également de bonne gestion des différentes ressources. Mais on va vraiment parler de FinOps quand déjà on a de l'outillage et qu'on sait gérer et optimiser ses coûts. Donc, on va dire que la gestion des coûts n'est que l'étape numéro 1 de l'ensemble. Alors, si on regarde l'agenda, donc il va traiter ici de la partie violette qui est la gestion des coûts, je vais faire une introduction très brève, puis parler de l'anatomie d'une plateforme de cloud. Ensuite, on parlera d'API, de facturation Azure, et puis bien entendu les outils, parce que c'est un petit peu le but de la session. Alors, souvent, effectivement, quand on discute avec nous, Microsoft, avec des clients, mais je pense que c'est valable pour les autres fournisseurs, on a souvent des messages comme quoi le cloud, finalement, ça coûte cher, les coûts sont assez élevés. Et si j'étais un peu provocateur, je vais reprendre finalement le titre de cet article d'un magazine en ligne qui était si ça vous coûte trop cher, c'est souvent votre faute. C'est votre faute en général parce que c'est derrière, ça veut dire probablement la gestion des coûts, son monitoring, sa gouvernance et par extension, on va dire toute la partie FinOps, c'est pas forcément au point dans l'organisation. D'accord. Alors néanmoins, tous les acteurs sont d'accord et tous les études le montrent. Un des plus gros challenges du cloud public, c'est vraiment la gestion des dépenses associée à la gouvernance. Alors, les deux sont assez liés, même si les deux sont un peu différents, mais tout le monde a tendance à dire, dans les différentes études, effectivement, que la grosse difficulté, c'est avant tout de gérer les coûts, parce qu'on est bien entendu sur des coûts d'opération qui sont dynamiques, variables,
et qui peuvent des fois exploser sans forcément, et si on n'est pas capable de les analyser, c'est là où on rentre dans un problème en disant que ça coûte trop cher. Alors, j'aime bien résumer tout ça finalement avec l'approche dite du supermarché, hein, et de se dire finalement quand quelqu'un commence à nous dire ça coûte trop cher, en fait, il faut voir que les fournisseurs de cloud, quels qu'ils soient, Microsoft y compris, on est finalement des sortes de supermarchés de services. Et donc ces supermarchés de services, on veut que nos clients puissent venir dedans et acheter ce qu'ils veulent. Par contre, c'est mieux effectivement que ces clients, quand ils rentrent dans ce supermarché, ils n'achètent que ce dont ils ont besoin et qui rentrent également dans leur budget ou leur carte bleue. Donc, néanmoins, à la fin, quand on est passé dans le magasin et qu'on reçoit sa facture, on s'aperçoit qu'une facture cloud, en fait, c'est assez compliqué, hein. Et ça, on le sait tous, hein, c'est-à-dire que les fournisseurs de cloud le savent, les clients le savent, les intégrateurs, les partenaires le savent également. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fournisseur de cloud, dont Microsoft, en fait, on a les hyperscalers surtout, mais on a en gros plusieurs centaines de services qui sont mis à disposition, qui vont se décliner eux-mêmes en plusieurs SKU, on va dire, types de fonctionnalités. Et au sein même d'un même service, on peut avoir différentes unités de facturation. Ce qui nous fait des matrices en fait qui sont quasiment infinies, et ce qui explique la complexité de tout ça. Alors moi, je le résume souvent, alors pour les plus parisiens d'entre nous, enfin ceux qui étaient en tout cas dans les années début des années 2000 à Paris et qui allaient traîner le samedi du côté de l'avenue d'Auménil, il y avait un grand magasin qui s'appelait Surcouf, qui était le supermarché de l'informatique et qui avait ce gros catalogue qui était posé en entrée du magasin, qui contenait des milliers de références de produits hardware et software, avec des choses, effectivement, donc là on se voit toutes les déclinaisons et puis il y a différents prix. Ce catalogue était renouvelé tous les mois ou tous les 2 mois si je le crois. Dans du cloud public, c'est exactement pareil en fait. On va avoir de plus en plus de références avec de plus en plus de déclinaisons, et tout ça va évoluer en permanence parce qu'on est sur un marché en fait où on a des concurrents. Donc si on parle de Microsoft, on a comme concurrents AWS, Google, iCloud, etc. Et globalement, du coup, ça veut dire que les prix, c'est une guerre commerciale, hein, de supermarché où effectivement on essaie d'aligner les meilleurs prix par rapport à des services donnés. Donc, ce qui fait qu'effectivement, gérer une facture cloud, c'est une opération qui doit être complètement récurrente, rentrer dans un cycle permanent et d'analyse, d'où l'approche de FinOps. Alors, quand je parle de factures de cloud, je ne parle pas de ce genre de factures qui sont pour moi des factures plus comptables où vous avez un numéro de client, une adresse et puis TVA éventuellement, hein. Je pense plutôt à des choses un peu plus détaillées. Dans une facture cloud, on va bien entendu avoir une période de facturation, ça c'est normal. Une période de facturation qui ne sera pas la même en fonction souvent des abonnements qu'on va créer. Parce qu'ils vont être liés en général, la période de facturation va s'étendre sur souvent un mois ou 30 jours, mais c'est rarement des mois calendaires du 1er au 31. Ça peut commencer le 5, ça ira du 5 au 5, un petit peu comme vos abonnements téléphoniques par exemple. Dans cette facture de cloud, on va trouver la quantité de ressources qui sont utilisées, le prix des ressources durant cette période de facturation, important la région où est instanciée la ressource, donc la région au sens dans quel data center va être instanciée cette ressource, des identifiants uniques à la ressource et, très important, des attributs de métadonnées qui vont nous servir, on va le voir par la suite. Globalement, calculer combien va coûter du cloud, c'est toujours un exercice qui est compliqué de prédiction qui va se faire souvent au doigt mouillé, quand on essaie de le prédire en tout cas, hein. Donc quand on parle de software de service, c'est assez simple, en général c'est un coût fixe à l'utilisateur ou au device par mois. Donc faire des budgets pour une organisation, c'est assez simple, hein. On prend le nombre d'utilisateurs ou le nombre de devices, on fait fois le prix mensuel, fois 12, et en gros on a son budget sur l'année. Sur du PaaS ou sur de l'infrastructure de service, le coût va dépendre de l'usage par rapport au prix de la ressource utilisée, plus ou moins, quoi. Du coup, la facturation, on va souvent la voir à la durée, hein, et là encore, ça va dépendre après des services. Certains services sont facturés à la seconde, d'autres sont facturés à l'heure, d'autres sont facturés à la journée, hein. Et ne pas oublier, alors très généralement, on est souvent sur l'heure, hein, souvent la seconde pour les instances de compute, souvent. Ne pas oublier qu'un mois va varier entre 672 et 744 heures, donc on va avoir ce phénomène de vague qui sera naturel dans une facture. Pour une infrastructure, on va dire, qui ne bouge pas, qui est fixe, eh bien forcément la facture va faire des vagues d'un mois à l'autre, parce qu'effectivement le mois de février est plus court que le mois de mars, etc. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'au-delà de la facturation à la durée, on facture également au volume, et donc pour du stockage par exemple, mais également au prorata du temps. Donc ça va jouer. Donc si on revient maintenant sur Microsoft et la partie Azure, donc les tarifs Azure sont donc évoluent en permanence, hein, il y a un catalogue. Ce catalogue en fait est disponible sous la forme d'une API. Donc il y a une API, il y a plusieurs mêmes API pour être plus précis. Donc on a une API qui est le Retail Price,
qui s'appelait avant le Red Cards, qui là vous permet en fait de récupérer l'ensemble de la liste des ressources Azure qui sont disponibles dans un endroit donné, avec une estimation des prix pour la période actuelle. On a également l'API Price Sheet qui, elle, sera réservée aux clients grandes entreprises qui ont des accords entreprises et qui donc ont des prix qui ne sont pas les prix entre guillemets publics, mais des prix, on va dire, négociés ou spécifiques aux accords entreprises. Donc là déjà, on voit une première difficulté, c'est qu'en fonction des types d'abonnements qu'on va utiliser, on utilisera une API ou l'autre. Et puis, si on passe par un revendeur tiers de Microsoft qui va revendre de l'Azure en marque blanche, ce qu'on appelle chez nous un CSP, un Cloud Solution Provider, là encore, en fonction du CSP, la grille de tarification sera fournie par le CSP parce qu'il va revendre en marque blanche en faisant sa marge derrière, bien entendu. Donc les prix ne seront pas exactement les prix publics de Microsoft, ce sont les prix du cloud fournisseur, du Cloud Solution Provider. Donc ça, on va dire, on a la première famille d'API, qui sont les API dits des tarifs. Ensuite, on a les API de consommation. Donc les consommations, c'est en gros d'être capable de savoir combien j'ai utilisé et quel type de ressources, pendant combien de temps, sur une période donnée. Donc qu'on soit un client web direct ou un client entreprise, l'API qui va nous intéresser le plus souvent, c'est l'API Usage Detail, qui va nous permettre vraiment de savoir exactement dans le détail ce qui se passe. Après, il existe d'autres API spécifiques à, par exemple, des réservations ou à de la marketplace. Et puis, quand on est donc en client entreprise avec les spécificités entreprises, là, on va voir qu'on a également des notions un peu plus spécifiques, dites de budget ou de balance. Donc, deux types d'API, API qui vont voir la consommation, l'usage, et d'autres API qui vont faire le tarif. Ce sont des API, donc on peut les utiliser par de la programmation ou par du curl ou du Postman. Là, je vous fais un exemple ici dans un Visual Studio Code. Mais globalement, ici, par exemple, j'appelle l'API qui est les prix pour les services qui sont les machines virtuelles. Et là, je vois le résultat qu'il me donne. On me donne un prix retail et puis le prix négocié. Bon, dans mon exemple ici, les deux sont le même. Mais voilà. Et là, j'ai le prix qui est en US dollars. Mais je pourrais tout à fait, là c'est de l'API, après dire je veux de l'euro derrière, etc. Donc déjà de manière programmatique, en fait, on peut déjà faire ses propres outils, aller chercher l'information soi-même et la cruncher selon ses besoins. Bon, généralement, la plupart du temps, c'est pas ce que vont faire les organisations. Les organisations vont effectivement utiliser ces API, mais ces API vont être masqués par des outils qui vont aller par contre les utiliser. Donc quand on va parler d'outils en fait de gestion des coûts, souvent ce sont des outils qui vont chercher les API d'usage, les API de tarifs, qui combinent les deux et qui vous exposent le tout de manière, on va dire, lisible. D'accord ? Donc le nombre d'outils qui existent est relativement assez élevé. Donc on a des outils qu'on va installer hors de Azure, et puis on a des services qui existent, qui sont prêts à être connectés entre guillemets à Azure. Donc le premier qui s'appelle Cloudin, je l'ai barré, c'est une solution qu'on avait rachetée il y a quelques années et qu'on a fini de récupérer l'IP qui nous intéressait pour mettre tout ça dans un service chez nous qui s'appelle Azure Cost Management, dont je vais détailler un peu plus la suite d'ailleurs. Il existe plein d'outils sur le marché aujourd'hui, de plus en plus en tout cas, parce que le besoin existe, d'outils permettant de faire la gestion de coûts, alors dans Azure mais pas que. Généralement, quand on va prendre toutes ces différentes solutions, c'est souvent parce qu'on a un besoin d'avoir une analyse de coûts qui soit multi-fournisseurs et qu'on va avoir un seul outil et pas gérer un outil par fournisseur. Donc ça, en général, c'est quand on va dépasser 2 à 3 fournisseurs qu'on va commencer à se poser la question de prendre des outils qui sont des outils qui peuvent être relativement coûteux. Enfin, tout est relatif là encore. Si on ne les utilise pas, ils peuvent être coûteux si on les paye, mais si on les exploite bien, ça peut permettre d'éviter des dérives budgétaires, donc ça peut être intéressant. Généralement, souvent les outils vont être facturés sous la forme d'un pourcentage de la facture des fournisseurs de cloud, par exemple à hauteur de la moyenne du marché, 5,4-1,5% à peu près des prix du marché. Alors côté Azure, on a un service qui est intégré dans le portail d'Azure, qui permet de gérer les coûts des abonnements, alors bien entendu Azure, et AWS. Alors j'en parlerai après. C'est d'abord, première chose à retenir, c'est que si vous gérez que des coûts Azure, regardez d'abord Azure Cost Management avant d'essayer d'acheter une solution tiers. La solution est gratuite pour gérer les coûts des abonnements Azure. Si vous souhaitez gérer des abonnements AWS depuis Azure Cost Management, on peut connecter effectivement ces comptes AWS depuis Azure Cost Management et visualiser le tout dans la console Azure Cost Management. On pourrait se dire pourquoi on fait ça. Il y a deux raisons. La première, c'est on a récupéré un héritage de Cloudin, donc pour que les clients Cloudin historiques puissent continuer à assurer les fonctionnalités qu'ils avaient, on a fait cette chose-là. Et puis
Et puis après, de manière assez pragmatique, quand on a des clients qui ont majoritairement de l'Azure et un peu d'AWS, ce qui est souvent le cas, du coup, ça permet comme ça d'avoir un même outillage pour gérer les deux. Donc c'est plutôt orienté pour des clients qui ont plus d'Azure qu'AWS. Si on est dans le cas inverse, il est probable que AWS ou des solutions tierces seront plutôt recommandées. Donc l'outil se retrouve dans le portail d'Azure, il va permettre différentes choses, il va permettre d'analyser les coûts, de définir ce qu'on appelle des budgets, et puis il appelle également d'autres services pour la partie recommandation et optimisation, ça on en parlera une autre fois. Donc l'outil permet de visualiser de différentes manières, en gros, la période de facturation ou des périodes définies, et l'idée derrière, c'est de proposer, on va dire, un certain nombre de prévisualisations de dashboard par défaut qui vous permettent rapidement de voir en gros où en est votre facture Azure. Donc on voit ici par exemple qu'on a simplement une vue de coûts cumulés et très rapidement ici en une vue en fait je vois effectivement que je suis quasiment à 400 $ ici, que ce qui me coûte le plus cher ce sont des machines virtuelles dans la région West US et que c'est sur ce ressource groupe dans Azure. Donc là ça c'est la vue de base en fait qu'on a. On a pas mal de built-in views qui sont fournis, donc on peut avoir des coûts à la ressource, des coûts journaliers, des coûts par service, etc. Et là encore, en fait, on a tout un ensemble ici de paramètres qui vont permettre de créer vos propres visualisations. Donc, si on regarde sur la partie l'échelle de temps, vous voyez qu'on peut travailler sur des jours glissants, ou on peut travailler sur des dates relatives ou des dates calendaires. Également, rajouter pas mal de filtres ici qui vont être basés sur des tags, des ressources groupes, des types d'objets, etc. On peut également, dans les vues par défaut, avoir un coût par service. Donc là, par exemple, ici, quand je regarde mes différents coûts par service qui sont ramenés au mois et en colonne, je vois tout de suite, là, en un instant, qu'il y a une anomalie qui a lieu ici au mois d'octobre sur la partie bleue qui correspond à Log Analytics. Là, c'est une manière de voir les coûts également. Et puis, probablement, une des vues que je trouve la plus intéressante dans l'approche FinOps, c'est la vue, effectivement, par jour, avec et stacké. Donc là, tout de suite, je vois qu'effectivement, j'ai une anomalie sur la partie log durant le mois d'octobre, et que c'était pour moi une anomalie parce que là, pour le coup, j'avais 50% des coûts de ma facture qui étaient des logs par rapport aux ressources derrière. Et puis, je vois ici l'arrivée également de nouveaux services. Donc ça, c'est une autre vue que je trouve assez intéressante. On peut voir les vues également sous la forme d'une sorte de tableau. Et là, on a un bel exemple ici avec HD Insight d'un service en fait qui se facture à plusieurs niveaux. On facture la bande passante, on facture les ressources et le software. Et donc là, on comprend effectivement que gérer une facture Azure, ça peut être, ou de cloud en général, ça peut être assez compliqué quand effectivement un seul service lui-même décompose sa facturation en plusieurs sous-composants. Ce que je vous ai montré graphiquement, on peut l'interroger également via la CLI d'Azure, la ligne de commande. Donc on a une ligne de commande AZ Consumption qui va permettre de lister effectivement les usages, par exemple, sur un mois donné. Donc là, j'ai fait un output en JSON et je vois par exemple ici les coûts avant les taxes. Ne me demandez pas pourquoi j'ai beaucoup de digits derrière. Mais voilà, là, ici, on a vraiment la vraie facture détaillée où on voit la localisation, on voit le nom des ressources, on voit quand elles ont commencé et quand elles se sont arrêtées et quand on a l'usage. Là encore, on est sur du fonctionnement à la demande, donc on peut tout à fait créer un espace de stockage qui va durer 2 heures et le supprimer après. Mais là encore, du coup, savoir quand il a débuté, quand il s'est arrêté, quelle était la volumétrie à cet instant à l'intérieur. Une fois qu'on a donc quoi, là on a vu déjà qu'on a déjà de l'outillage un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc l'idée, c'est également avec ce service de vous donner les moyens d'être alerté au bon moment quand vous allez avoir des fortes consommations, par exemple. Donc éviter les mauvaises surprises, pour faire simple. Donc pour cela, on a la notion de budget. Donc un budget, on va le définir sur un scope, donc sur un périmètre, en disant par exemple, là je vais définir un budget sur mon abonnement Azure, mais j'aurais pu le définir à l'échelle d'un groupe de ressources qui est un sous-ensemble d'un abonnement. On peut mettre des filtres également, on peut mettre des budgets par rapport à des tags Azure, par rapport à des types de services, etc. On donne donc un nom au budget, une période de reset, une date de démarrage, éventuellement une date de fin, et puis on va donner un montant au budget. On va se dire, ok, je vais me donner une enveloppe pour cet abonnement, par exemple, mon abonnement d'Eventest. Je vais dire, voilà, je vais mettre 1000 $ maximum par mois là-dessus. Au passage, vous avez ici un forecast qui vous dit, par rapport à ton historique, tu pourrais mettre 741 $, ça serait tout à fait cohérent. Admettons que j'ai mis 1000. Le 1000 va se matérialiser ici sous la forme d'une ligne dans mon graphe. Et là, j'ai la reprise de mon historique en termes de facture des derniers mois, donc le mois d'octobre qui avait dépassé. Et puis là, ici, j'ai des projections plus ou moins bonnes. Là encore,
le forecast il devient moins pertinent avec le temps. À partir de ce budget, je vais pouvoir définir en fait des actions. Donc on appelle ça ici nous des action groups. Donc l'action group, on va se dire là, par exemple, à 50% de mon budget, j'aimerais avoir une notification. Donc ça peut être une notification dans Teams, par exemple, dans un Slack avec un webbook. Ça pourrait être un email, ça peut être pas mal de choses en fait. Donc là ici, j'ai un pourcentage à 50% de ma facture, mais je vais pouvoir définir plusieurs seuils à 75, etc. Une notification derrière, enfin une notification ou un action group plutôt, va permettre de faire pas mal de choses sur un dépassement d'un budget ou quand on va atteindre un seuil, un déclencheur, on va pouvoir faire donc effectivement de l'alerting simple, de type email, SMS, push. On peut créer un ticket dans un ITSM, ServiceNow par exemple. On peut déclencher bien entendu des webhooks. On peut lancer également des fonctions automatisées, donc soit des Azure Functions, soit des scripts d'orchestration, soit carrément des workflows de type Logic App. Donc vous voyez que le nombre de choses peut être assez intéressant. Point important, on peut faire des alertes au-delà en fait des budgets, c'est-à-dire je pourrais dire à 120%, on va vraiment de dépassement, on va vraiment commencer à faire quelque chose. Et on peut également faire des budgets sur des forecasts, c'est une nouveauté. Les budgets vont se matérialiser ici dans l'interface, donc on peut en créer autant qu'on en a envie. Là par exemple ici, j'ai le retour de j'ai dépassé mon budget. Je suis à 505 € alors que j'avais mis 500 €. Ma période de budget était du 1er décembre. Et puis là, on voit que j'ai un forecast ici qui va atteindre 587. Donc là, typiquement ici, ok, j'ai une alerte, mais c'est pas très très grave parce que globalement, à la fin du mois, je n'aurais pas atteint mon budget de 1000 €. Donc là encore, les budgets doivent se définir de manière intelligente. Et puis, escalader entre guillemets dans prévenir les gens si vraiment qu'on va avoir un dépassement. Donc la valeur forecast ici est très intéressante. Au passage, je ne l'ai pas dit, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Il y a Franck en même temps qui peut mettre des informations. D'accord. On peut mettre des budgets sur l'ensemble des ressources Azure. On est déjà à fond dans le chat. D'accord. On peut également faire des budgets par rapport au marketplace. Le marketplace, en fait, va contenir des solutions générales tierces parties qui vont du coup inclure des coûts logiciels supplémentaires qui ne sont pas liés vraiment à Azure, mais liés à ce qu'on va repayer nous Microsoft aux fournisseurs de solutions tierces dans le marketplace. Là encore, on peut se définir des budgets par rapport au marketplace histoire d'éviter les surprises. D'accord. Comme je l'ai dit, on peut faire des choses sur du forecast. Donc là, par exemple, si j'ai eu une grosse alerte qui me disait là, tu as déjà dépassé le budget, tu as déjà dépassé, donc tu as déclenché une alerte, et puis là, tu as un forecast qui va être à 2300, donc là, effectivement, on doit faire des choses un peu plus importantes. Si on a un forecast qui fait qu'on va être hors du budget défini, graphiquement, ça va être matérialisé par du rouge dans les graphiques qu'on utilise d'habitude. Donc là, j'ai ici un exemple de pic, et on voit tout de suite ici en haut mon coût actuel, le forecast, et puis le budget que je m'étais donné à l'origine, qui était une estimation de $9 par mois. Pour le coup, j'ai bien dépassé. Là encore, si on fait plusieurs thresholds, désormais on peut les voir apparaître au niveau des graphiques ici. Là, j'ai un threshold à 50%, je vois qu'il apparaît ici en pointillé dans mon interface. Comme je vous l'ai dit, on peut faire des budgets qui sont forecastés. Donc là c'est intéressant effectivement de se dire, avant d'arriver sur le truc, si la tendance commence à être plus élevée que le budget, autant prévenir le plus vite possible. Là encore, un forecast, ça fonctionne avec des algos de machine learning qui sont des algos qui sont entraînés. Donc en gros, ça va travailler également sur votre historique. Si votre historique est assez important, et bien là, pour le coup, normalement, le forecast sera plus pertinent. On peut désormais également visualiser l'ensemble des coûts en regardant l'arborescence en gros de l'abonnement Azure et des ressources Azure. Et là, ça permet tout de suite, en fait, en se déplaçant comme on se déplacerait dans les ressources d'Azure, de voir en fait ici d'organiser en fait les ressources groupes par exemple qui vont coûter le plus cher ou les ressources qui sont en train de coûter le plus cher. Vous voyez également ici la notion de tag, je n'en ai pas mis pour l'instant. C'est une chose importante sur laquelle il faut faire des choses. Voilà. Donc là, par exemple, ici, rapidement, j'ai fait un tri et je lui dis, donne-moi ce qui coûte le plus cher. Voilà, donc là, j'ai organisé en fait mon tableau par les coûts décroissants. Pardon. Donc là, je vois par exemple que la première ligne, c'est les node pools de mon cluster Kubernetes qui coûte le plus cher dans mon abonnement. Et puis après, ça va en descendant. Donc là encore, c'est un bon moyen de rapidement visualiser ce qui coûte de l'argent dans un abonnement. Tout l'accès à l'information de facturation peut être donné à des gens qui ne sont pas les administrateurs ou les utilisateurs des ressources Azure. Il y a un rôle pour cela qui s'appelle le Billing Reader, qui va vous donner l'accès en fait aux ressources de facturation
et donc en gros aux API, et donc qui va permettre à des utilisateurs, des personnes en charge, par exemple de l'équipe FinOps, d'aller visualiser les coûts sans pour autant être les administrateurs, bien entendu, des ressources. En général, quand on va créer des comptes programmatiques pour connecter des solutions tierces, en général, on va associer le compte programmatique à ce type de rôle. Il n'y a pas la peine de lui donner plus d'informations. Les factures peuvent être téléchargées pour chacun des abonnements Azure. Alors, téléchargées aux deux formats, soit un format PDF, ce qui va ressembler à la facture que je vous ai montré tout à l'heure, soit un format CSV qui vous permettra des gestionnaires de terminer de manière glorieuse dans un fichier Excel, parce qu'on sait souvent que tout se termine dans un fichier Excel. Et donc là, effectivement, on a l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure en JSON, mais sous la forme d'un fichier CSV. Ça, c'est le PDF, qui est beaucoup moins exploitable en termes d'analyse derrière. On peut prendre tous les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Quand un graphique a été taillé par rapport à vos besoins, vous pouvez l'épingler dans un dashboard Azure, donc un portail Azure, et avoir ce type d'interface qui vous permet du coup de synthétiser en gros les informations les plus importantes. Puis après, quand vous voulez aller faire du drill down, eh bien, vous allez directement dans l'outil. Mais là, directement, en fait, on a une vue globalement, par exemple, de mes coûts cumulés, de mes coûts stackés. Si je clique dessus, eh bien, automatiquement, je vais arriver dans l'outil sur la bonne page avec le bon graphique en grand. Et c'est un dashboard qu'on peut partager. Donc, on peut donner à plusieurs personnes en simultané. Le forecasting, je vous l'ai dit, on peut prévoir à l'avance de la période de facturation basée par rapport à l'historique combien ça va coûter. On a une API qui est, à ma connaissance, encore en preview, mais que vous pouvez utiliser si vous voulez faire vos propres projections sur les coûts futurs. Et puis, il ne faut pas oublier également les power users. Ceux qui sont dans les équipes FinOps ne sont pas forcément toujours des gens techniques qui ont besoin d'avoir un outil technique tel que le portail d'Azure. Donc, au-delà de Excel qui est massivement utilisé, on a également Power BI. Et donc, Power BI, c'est un outil pour faire du drill down dans la data et de l'analytics. Et pour le coup, on a donc du coup une application Power BI qui a été écrite par les équipes de Microsoft, qui est disponible sur le marketplace qui s'appelle AppSource, qui est gratuite, et qui permet pour les clients qui ont des abonnements en accord entreprise ou en MCA chez Microsoft de visualiser finalement leur facture dans un outil qui est vraiment fait pour faire de l'analytics. Donc il vous faut bien une licence Power BI, se connecter à la source de données, ça c'est tout à fait normal. Et puis en fait, par défaut, dans cette application, on va fournir tout un ensemble de dashboards qui vont permettre effectivement après d'aller explorer vos coûts. Donc les rapports qui sont disponibles, on a les vues d'ensemble, on a les top usages, on a également des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui dans la partie Azure Cost Management, qui, par exemple l'utilisation des licences, la réutilisation des licences sur site dans Azure, ce qu'on appelle l'Azure Hybrid Benefit, tout ce qui est réserve instance en termes de chargeback et de saving, et puis également tout ce qui est couverture, on a acheté des réservations, on continue à payer des VM sans utiliser les réservations, histoire de voir effectivement si on utilise bien ces réservations. Ça, c'est souvent un des dérapages assez classiques dans le monde du FinOps où on achète des réservations, on les utilise, on les exploite mal. Donc là, typiquement, ici, on a une vue, par exemple, du Power BI sur la partie utilisation des licences en Azure Hybrid Benefit, donc licence Windows achetée dans les cas d'entreprise Microsoft, ou licence SUSE, ou licence Red Hat également, vu qu'on a annoncé les Hybrid Benefit avec Red Hat et avec SUSE. Et puis après, bien entendu, c'est du Power BI, donc tout ça est du dashboard complètement dynamique. Après, pour faire du drill down, il suffit de double-cliquer sur les éléments visuels qui vous intéressent, et puis après, on descend dans l'information. Dernière petite chose assez intéressante également, si vous avez une ressource particulière qui vous intéresse et vous voulez avoir juste de manière régulière un rapport sur les coûts de cette ressource, il est désormais possible de le faire, donc c'est en preview. Donc là, j'ai pris un exemple d'un cluster Kubernetes. Je suis allé ici dans mon portail Azure sur la partie Automation. Et puis, voilà, je vais trop vite. Voilà. Sur la partie Automation, on va donc venir ici pour dire je voudrais ajouter une nouvelle tâche d'automatisation. Et je vais prendre ici une tâche. Donc il y a des templates disponibles. Donc il y en a une qui est d'envoyer les coûts mensuels pour cette ressource. Donc je vais sélectionner celle-ci. Là, il va me demander deux choses. Il va me demander un compte pour me connecter aux API d'Azure, à l'Azure Resource Manager, et puis un compte Office 365 pour pouvoir faire la partie email. Du coup, je l'ai fait avec mes identifiants. On donne un nom à la tâche et puis on dit à quelle personne on veut ou quel DL on veut envoyer l'email qui va résulter. Et c'est tout. Derrière, techniquement, en fait, ça va vous créer un workflow Logic App
qui va aller faire le travail d'analyser combien a coûté cette ressource. Et puis ensuite, donc il va appeler en fait les API d'Azure, récupérer l'information, la formater dans un email et vous envoyer des mails, tout simplement. Eh bien, c'est pas mal en termes de timing. Donc, eh bien aujourd'hui, on s'est concentré sur cette partie-là qui était la gestion des coûts. Donc globalement, retenez que tout passe par des API. On fournit nous un service pour rendre, on va dire, accessible, simple, la gestion des coûts, l'analyse des coûts. Vous pouvez bien entendu passer par d'autres solutions. De toute façon, à la fin, tout le monde va aller chercher la même information. Tout le monde va aller chercher les API pour la partie tarif et les API pour la partie utilisation. Les deux combinés ensemble vont permettre de créer effectivement tous les rapports et tous les tableaux nécessaires pour savoir effectivement combien vous coûtez vos factures. Quand on en est là, quand on sait effectivement qu'on a fait ces bons dashboards et qu'on sait quelle vue nous intéresse le mieux, qu'on a défini ces budgets pour pouvoir déclencher des alertes avant qu'on se retrouve en fin de mois avec une surprise en disant bah mince, ma facture a augmenté. Le but des budgets et des alertes, c'est justement d'empêcher ce genre de choses. Une fois que on a fait cette partie-là, on était sur la partie je rampe, eh bien on peut commencer à regarder des choses un peu plus rigolotes, de dire ok, j'ai les outils pour regarder combien ça coûte, maintenant je vais regarder quelles sont les règles et les outils pour optimiser mes coûts. Et ces coûts que je vais optimiser, je vais toujours les vérifier avec ma gestion des coûts. Quand on aura fait la gestion de l'optimisation, on va passer au mode FinOps, parce que là, tout ça, c'est un cycle finalement. Hein. Je veux dire, on ne fait pas une optimisation en instant T, on doit la faire en permanence, et les coûts, on doit les gérer également en permanence. Et c'est là qu'on va rentrer dans cette culture de FinOps, qui, bien entendu, va évoluer dans le temps, parce que les services vont évoluer, les outils vont évoluer, les méthodes d'optimisation également vont évoluer. Et j'ai à peu près terminé. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de questions sur le chat, donc c'était bien, c'était interactif. 2h33, je pense qu'on va enchaîner sans trop tarder avec Anthony. Je te laisse la main. Ok, bonjour tout le monde. Donc je vais partager mon écran si j'y arrive. Hop là, je pense que on y est. Alors donc bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour parler d'une étude que j'ai fait avec mon entreprise il y a un petit bout de temps, qui est l'évaluation des VM des 5 hyperscalers US aux US. Donc l'idée, c'est qu'on est parti aux US, on a testé Azure, Google, Amazon, IBM et Oracle sur les différents aspects de leur performance, le CPU, la RAM, le block storage, le réseau. On a regardé les tarifications, donc la tarification du réseau, la tarification de la VM avec ses différentes billing options, et bien sûr la tarification du block storage. Et avec tout ça, on fait aussi notre petite tambouille à parler de prix performance. Avant de commencer, moi qui je suis le fondateur de Cloud Mercato. On est un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Notre idée, c'est qu'il y a plein de cloud providers, il y a des petits, il y a des grands, il y a des VM, il y a des PaaS, il y a des SaaS, il y a des CaaS, il y a des DBS, il y a plein de services. Et quelque part, tous ces services sont différents et similaires à la fois. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est récolter de la data, de prix, de perte, certification, location, etc. et apporter de la transparence sur le marché par la data. Donc, on n'est pas une entreprise de FinOps, on est clairement une entreprise de recherche parce qu'on fait de la recherche proactivement sur le cloud. Et d'un autre côté, on est une entreprise de consulting parce qu'on apporte, grâce à nos data et notre expertise, une aide aux cloud providers ou aux entreprises qui s'intéressent à ce marché-là. Et donc, moi, chez Cloud Mercato, je suis le fondateur. Et donc, j'ai envie de dire Cloud Benchmarker, puisque c'est un peu ce que je fais tous les jours. Et donc, le contexte, on en a déjà parlé, les providers US aux US, avec les VM spécifiquement. Bien sûr, on est en train de parler d'hyperscalers. Donc, les hyperscalers, c'est pas du tout que les VM. Il y a chaque fois une panoplie de services, 100, 150, 200, 300. Et ici, on est en train de prendre une petite partie de l'image. Donc, l'étude que je vais vous présenter là, elle donne des datas, mais ce n'est pas la big picture de ce qu'est le marché du cloud. On est en train de parler de VM. Et en plus, dans les VM, on est en train de parler simplement des VM standards. On va s'arrêter là avec ce super PowerPoint. On va passer sur une application qu'on a créée chez Cloud Mercato qui nous permet de partager nos projets privés, publics et nos recherches. Et vous pouvez aller la consulter par vous-même maintenant ou plus tard, mais quoi qu'il arrive, on va passer sur les différents chapitres que nous, on a créés dans cette étude-là. Et donc, pour commencer, la description de l'étude.
On est parti chez chacun des hyperscalers, on a pris des VM standards x86 de 2 CPU à 16 Go. On a essayé d'avoir un ratio de CPU RAM de 1,2 et un ratio de CPU block storage de 1 à 5 pour 50 Go. Donc, comme vous pouvez le voir, ici on a 2 CPU 4 Go, 4 CPU 8 Go, et avec ces VM, on a 100 Go de block storage, 200 Go de block storage. On a essayé de prendre des VM qui sont dans des catégories standards. Quand on regarde un petit peu les catalogues des providers, on entend du memory optimize, du compute optimize, etc. Et en fait, si on a une vision globale du marché, c'est pas vraiment pertinent de penser ainsi parce que quand on regarde un petit peu sur le papier, est-ce que c'est un compute optimize chez IBM? C'est pas forcément la même chose chez Amazon, c'est pas forcément la même chose chez Oracle. Ou même chez Oracle, ici, on utilise un type de VM flexible où vous pouvez définir par vous-même le nombre de CPU de RAM. Donc, en fait, on n'est pas vraiment sur un type de VM optimisé pour le CPU et la RAM. On est juste là pour vous offrir du CPU et de la RAM et vous faites votre tambouille avec. Chez Amazon, donc, on a pris du C5A, Compute Optimize AMD. Chez Azure, on a pris du FSV2, ce qui est, je pense, du standard. Chez IBM, du CX, Compute Optimize. Google, du N2. Et Oracle, comme je disais, du E3 Flex. Donc, flexible. On aurait pu faire la même chose avec le flexible chez Google. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on a fait. Si vous voulez savoir exactement ce qu'on a utilisé pour faire nos tests, on a l'inventory complet qui est là. Si vous prenez n'importe quelle VM, vous aurez les détails de la VM, ce qu'on a pu capturer dessus. Ici, par exemple, pour Google, on peut voir qu'on a utilisé une custom, c'est-à-dire pareil que pour Oracle, on a utilisé un compute flexible. Et vous aurez tous les détails. Mais on n'est pas là pour parler des détails, mais plutôt sur cette perspective que donne l'étude qu'on vient de produire. Donc, dans les différents aspects de performance, comme je disais, on a le CPU, la RAM, le block storage, le network. Ici, on a fait différents tests en utilisant différents softwares qui nous permettent de capturer ces performances-là. On va commencer avec un simple, assez basique, qui s'appelle Geekbench, qui n'est pas un outil open source, mais qui donne une vision assez bonne des performances globales d'un CPU. Parce que dans Geekbench, il y a, je crois, à peu près une quarantaine de micro-benchmarks dans différents domaines. Ça peut être computer vision, ça peut être de l'encryption, floating point, integer, etc. Et ce qu'on voit ici, donc, on a toutes les performances en plein. On a la performance d'un CPU pur. Et en transparent, on a la performance multithread. Donc, on utilise tous les threads d'une même machine pour lancer une même tâche. Et ce qu'on voit, c'est que les performances, en fait, sont assez similaires chez tous les providers. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont les dernières générations de CPU, tous. On a les derniers AMD chez AWS, on a la même chose avec les derniers Intel, pas tous les tout derniers, mais on a dans les dernières générations de Intel chez Azure, etc. Donc on a des petites différences entre les providers, mais globalement tout le monde a à peu près les mêmes performances. On peut voir IBM qui est un petit peu moins bon, mais en réalité c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est simplement que quand on prend une VM chez IBM, et d'ailleurs ça c'est un conseil que je peux donner pour d'autres cloud providers, ça s'applique aussi. Quand on prend une VM chez IBM, il faut regarder en fait le processeur que cette VM contient. Tout simplement parce que je peux booter une VM à 9h, je vais avoir un Broadwell qui a 4-5 ans. Je peux booter une VM à 10h, je vais avoir un Skylake qui a 2 ans. Et peut-être que je boot une VM à 11h et j'aurai un Cascade Lake qui a 6 mois ou 7 mois. Donc, suivant la VM que vous allez booter, vous aurez un pros différent et donc des performances différentes. Et nous, on a booté tout un tas de VM pour faire nos tests. Et c'est pour ça, vu qu'on fait la moyenne des moins bons et des meilleurs, au final, IBM a un petit peu moins bonne note au niveau des perfs CPU. Mais encore une fois, au fil du temps, ils vont arrêter de vendre les vieux processeurs et donc les perfs vont monter naturellement. Et comme je disais, tout est à peu près similaire, donc en fait, on peut pas, la décision ne se fera pas. Je vais pas me dire AWS est meilleur ou quoi en regardant le CPU. Ce qui va être intéressant, c'est le ratio prix-performance, vu que la performance pure ne fait pas le travail. Et ce qu'on voit tout de suite, ce qui se frappe les yeux, c'est que Oracle est beaucoup moins cher que les autres, donc au niveau prix-performance, bien meilleur.
Regardons simplement les prix. Par exemple, pour cette VM pour du 2 CPU chez Azure ici, on a du 0,85 centimes. Pour du 2 CPU, on a du 0,87 chez IBM. Chez Oracle, pour du 2 CPU, on aura du 0,06. Donc on divise, quand même, on divise pas mal le prix par. Non, on est sur du 0,124, excusez-moi. Donc on divise le prix par 2 à 3. Et c'est typiquement la stratégie de Oracle en ce moment, c'est d'essayer de casser les prix sur le CPU, mais on va le voir aussi sur d'autres parties des aspects de performance et de ce qu'on peut facturer sur une VM. Clairement, Oracle veut casser les prix par rapport aux autres. Ici, on est sur du CPU et je vous dis pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur du standard. Donc, les catalogues de Amazon et de Azure et de AWS sont très très larges. Il y a des VM qui peuvent être optimisées pour le CPU avec des hautes fréquences, il y a des VM qui peuvent être optimisées pour le réseau. Et donc, l'image que vous avez là, encore une fois, c'est juste celle du standard x86 de 2 à 16 CPU. Peut-être que si je vais chercher une VM chez Azure spécialisée dans le HPC, peut-être qu'en fait le ratio prix-performance ne sera pas du tout le même et Oracle ne pourra pas rivaliser. Ou peut-être que si je vais chercher du ARM chez Azure, chez Amazon, pareillement, Oracle ne pourra peut-être pas rivaliser. Mais ce sera le sujet d'une autre étude. On a d'autres tests qui permettent de tester le CPU. Ici, Oui. on a Sysbench CPU, qui est un software open source. Comme vous pouvez le voir, on a à peu près la même tendance que pour Geekbench. Donc, simplement, j'aimerais vous signaler qu'ici, on est sur du test pur Integer. On n'est pas sur la panoplie de micro-benchmark que peut lancer Geekbench. Donc, on va passer à un autre test qui est le test de RAM. Ici, le test de RAM, c'est simple, on teste la bande passante qui existe entre le CPU et la RAM, en lecture ou en écriture, donc upload ou download. On a à peu près la même tendance, encore une fois. Si on devait faire donc un rapport prix-performance, on est toujours sur la même idée où Oracle est à peu près 2 fois, 3 fois meilleur, tout simplement parce qu'ils ont un plus petit prix. Et là, on va passer à un autre aspect des performances qui est plus du tout forcément lié directement au CPU, mais qui est la bande passante. Oui, Antoine, tu voulais me dire quelque chose? Non, pas de problème, je continue. Non, pas du tout, j'ai pas parlé. D'accord. Et donc, pour ce qui est de la bande passante, on a une complète autre picture, une complète autre image. L'idée, c'est que on a les yeux portés encore une fois sur Oracle. Ici, ils ne sont pas les meilleurs, mais en fait, les performances de bande passante qui sont délivrées par les cloud providers, en fait, dépendent de la machine généralement. Donc, on est dans le cloud et beaucoup de providers appliquent la logique de plus votre machine est grosse, plus elle aura de bande passante. Ici, chez Oracle, la bande passante pour une 2 CPU, on est sur à peine 1 gigabit par seconde. Et on peut voir que plus la VM est grosse, plus on aura de bande passante. On a le même phénomène chez Azure, par exemple, et le même phénomène chez IBM sur une autre échelle. Et chez Google, on a aussi le même phénomène, mais là, on est vraiment sur une autre échelle. Je pense que si je prenais une VM chez Google avec 64 CPU, on pourrait avoir des perfs qui sont encore meilleurs. Et là, on est sur du 28 gigabits par seconde. Et en fait, ça ne m'étonne pas que Google, en standard, propose une aussi bonne performance réseau, tout simplement parce que c'est quelque chose que je vois un petit peu partout chez Google. On a fait une autre étude, par exemple, sur les object storage. On pouvait voir qu'au niveau object storage, Google a une bande passante en descendante qui est dingue. On peut tester aussi, ici on est sur du réseau, mais si on teste le block storage, pareillement, on va voir que les IOPS et la bande passante des SSD Google est très bonne. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout de voir ces résultats-là. Il y a quand même 2-3 bémols à rajouter qui sont les mêmes que pour le CPU en réalité. C'est que les catalogues de AWS et Azure, ils sont larges. Je crois que c'est plus de 400 types de VM pour chacun des providers. Et là, je suis sur du C5A chez Amazon, mais j'aurais très bien pu prendre du C5AN, donc avec l'option réseau. Et je crois qu'avec AN, je peux atteindre du 75 gigabits par seconde. Donc je peux largement concurrencer avec Google, avec bien sûr un surcoût. Mais si mon objectif est d'avoir de la haute bande passante, je peux très bien choisir cette option ou ne pas la choisir si je ne veux pas la payer.
ou aller chez Google ou en standard, j'aurai bien sûr plus de bande passante. Mais je ne suis pas tellement là pour vous dire allez chez tel provider ou tel provider, je suis plutôt juste là pour vous donner les datas et affûter l'avis et donner des connaissances pour que les gens puissent avoir un avis en fait sur les différents cloud providers. On va continuer avec une autre mesure qui est assez sympa, qui est le CPU Steal. Et en fait, si je dois expliquer cette mesure, c'est simplement un compteur qui est fait par le kernel Linux. Et le kernel Linux, en fait, il monitore plus ou moins qu'est-ce que fait le CPU. Et un CPU, donc, il a une fréquence avec un nombre de ticks par seconde, un nombre de calculs qu'il peut faire par seconde. Et à chaque tick, le kernel Linux va compter qu'est-ce que fait le CPU. En l'occurrence, il peut dire pendant la dernière seconde, il a travaillé une tâche X pendant, je sais pas, 10% du temps, il a rien fait pendant 30% du temps. Et ici, on capture le CPU Steal, qui est la valeur qui représente en fait le temps que mon CPU n'a pas pu travailler parce que l'hyperviseur était occupé à quelque chose. Par hyperviseur, j'entends que ça peut être simplement l'hyperviseur de ma VM qui a une tâche de maintenance à faire, je sais pas, booter une autre VM ou peu importe la tâche qu'il a à faire, mais ça peut être aussi mon voisin. Mon voisin, on est sur un cloud public, donc on a forcément des gens qui sont sur le même hyperviseur que nous. Et quand ces gens font des choses avec le CPU qu'on a loué, tout simplement, de notre côté ou de leur côté à eux, le CPU va attendre parce qu'il est déjà utilisé. Enfin, la VM va dire que notre CPU attend et le kernel va nous dire que le CPU a été volé. Et ce qu'on peut voir, c'est que chez la plupart des providers, on est à 0%, c'est-à-dire que tout le temps que nous, on a essayé de capturer, on a fait travailler notre VM, il n'y a pas un seul moment où le provider, la VM nous a dit « je ne peux pas travailler parce que j'ai un voisin ou l'hyperviseur qui est occupé ». On peut voir qu'en fait, il y a juste chez Oracle où on peut atteindre jusqu'à 20%, mais il y a toujours des bémols en fait dans ce que j'ai à dire. Et ici, le bémol, c'est de dire que déjà, je ne sais pas vraiment si je suis à 0% sur les autres. Si je développe un hyperviseur demain par moi-même, je ne suis pas capable de développer un hyperviseur, mais disons que je le fais, je pourrais très bien dire à mon hyperviseur, ne dis jamais à la VM que y a du CPU Steal. Ne lui dis jamais ça, baisse la fréquence, fais quelque chose, mais ne déclare pas cette donnée. Donc je pourrais très bien supposer qu'en fait les autres providers cachent ce défaut et que Oracle ne l'a pas fait. Et autre bémol que je pourrais aussi mettre dans cette manière de voir le CPU Steal, c'est simplement que, OK, il peut y avoir du 4, du 20% de CPU Steal sur Oracle, mais si je prends une VM chez Amazon, il y a par exemple le Turbo Boost qui est activé sur les CPU, donc la fréquence du CPU va dépendre de sa température ou d'autres facteurs, ça dépend de l'hyperviseur, ça dépend comment eux ils ont voulu régler, mais généralement chez Intel c'est la fréquence température. Et donc, à 6 heures du matin, si tout le monde est en train de travailler sur le CPU, ça se trouve, il est très chaud, ou peu importe, la température augmente, diminue, et les performances augmentent, diminuent. Donc, en fait, il n'y a pas que le CPU Steal qui peuvent me dire mes perfs peuvent être bons ou mauvaises à 6 heures, 9 heures, 21 heures, etc. Il y a d'autres facteurs. Et ici, avec le CPU Steal, on a juste voulu donner encore un aspect, une perspective de qu'est-ce que peuvent être les performances. Et le dernier chapitre de performance que je vous présente là, c'est les IOPS. Donc les IOPS, c'est pas compliqué. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, c'est simplement une valeur qui nous permet d'exprimer le nombre d'opérations qu'un disque dur ou qu'un SSD est capable de faire par seconde. Le nombre d'opérations en entrée ou en sortie, donc en lecture ou en écriture. Ici, ce qu'on peut voir, là, on voit que, comme je disais tout à l'heure, Google est très bon, mais par contre, Oracle rattrape la chose. Quand je vois du 25 000 IOPS ici pour Google, dans la réalité, si je prends le disque dur de mon laptop, je pense que j'aurais peut-être des performances à peu près similaires, peut-être à 20 000, 25 000, etc. Et on peut se dire, mais alors qu'est-ce que font les trois autres hyperscalers à du 3000 IOPS, à du 3500, etc. En fait, c'est comme pour le réseau. Souvent, la performance d'un disque va dépendre de sa taille. Chez Amazon, ici, j'ai pris du GP2. Et par exemple, si j'avais pris du GP3, c'est-à-dire le block storage qu'ils ont sorti il y a quelques mois, je crois que j'aurais été à 16 000 IOPS. Et c'est 16 000 IOPS maximum, même si mon disque fait 30 Tera.
ce qui n'est pas possible d'ailleurs. Et chez Azure, pareillement, on peut se dire, oui, mais attends, Azure, ils sont un petit peu lents, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'ils n'ont pas un système de block storage qui est exactement comme les autres. Ils ont un système de block storage qui est basé sur storage account. En tout cas, pour le type de block storage que j'ai pris ici. Et un storage account, en fait, on n'est pas sur l'unité du disque dur. On ne se pose pas la question de quelle est la taille de mon disque dur, donc quelle sera sa performance. La question qu'on se pose, c'est quelle est la taille complète de mon storage account, c'est-à-dire de tous les disques durs qui sont contenus dans ce storage account. Et en fonction de ça, je vais définir une performance à tous ces disques durs. Donc, si j'aurais eu 8 disques durs de X gigas, les mêmes disques durs chez Amazon, ils auraient eu chacun leur performance, donc disons 3000 ou 16000 chacun. Alors que chez Azure, j'aurais dû prendre tous ces disques et en fonction de la taille totale, j'aurais regardé leur tarification et leur tableau de tiers qui va me dire à partir de 2 Tera ou à partir de 3 Tera, ça va être à X IOPS ou à Y IOPS, etc. Ici, je vous ai donné la taille pour du 100 Go, 200 Go, 400 Go, 800 Go. Mais ça pourrait être complètement différent. Et si on devait faire une analyse prix-performance, ce qu'on voit, c'est que l'image change parce qu'en fait, le prix d'Oracle est bien moins cher au niveau prix du block storage. Et bien qu'ils ont des performances qui sont à peu près égales avec celles de Google, le prix fait qu'ils sont bien meilleurs en prix-performance, tout simplement. C'est la chose d'Oracle, c'est qu'ils essaient de casser les prix un petit peu partout. Et on va voir ça avec cette dernière partie qui est le pricing, où là, on a un joli diagramme que je me suis pris la tête à faire, qui nous explique donc qu'en X, on a le prix, en Y, on a la performance multiscore telle que donnée par Geekbench ici. Ce qu'on voit, c'est que tout le monde est dans le tas à peu près, il y a un groupe avec les hyperscalers, et dans ce groupe-là, il y a Oracle qui sort, qui est moins cher en fait. Tout le monde a à peu près les mêmes performances, mais Oracle est moins cher. Et on pourrait s'amuser à regarder ça avec les différentes tarifications. Ici, on est en monthly, on est en yearly. Hourly, donc c'est le prix à l'heure. Monthly, la plupart des providers ne proposent pas de prix monthly, donc au mois, bien que la facturation est au mois. L'idée du monthly, c'est vous restez 600 ou 730 heures et ça va être moins cher. Et Azure, IBM, Azure et Amazon proposent des tarifications à l'annuel, aux 3 ans, mais pas au mois. Donc au final, eux ne bougent pas. Oracle, je crois qu'ils sont un petit peu moins chers quand on prend au mois, mais pas tellement. Et IBM non plus, ils n'ont pas de tarification. Si, ils ont en fait Oracle, Oracle, IBM et Google ont une tarification un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'à partir de 50% du mois, vous commencez à payer votre VM moins cher. À 75%, vous la payez encore moins cher. Et à 100% du mois, vous la payez un certain prix. Et puis tous les mois, vous allez payer ce prix-là. Tant que cette VM est up and running, vous allez payer ce prix-là. Maintenant, si je décide de couper ma VM, on va en revenir à la tarification de base. Donc ça fait que si je dois regarder, par exemple, ici, ma VM va me coûter 442 $ chez Google en monthly. Je regarde cette même VM, elle va me coûter 553 si je pars du principe que je la prends une fois, si je la prends en mode pur Hourly, sans discount. Donc, ce qui fait qu'il y a un petit shift pour Google dans mon diagramme quand on se place en monthly. Google shift un petit peu plus sur la gauche parce qu'ils sont un petit peu moins chers vis-à-vis des gros qui, eux, ne changent pas leur trafic, leur tarif. Et si je regarde en yearly, là, tout a été vraiment décalé parce que Azure et AWS sont vraiment moins chers. Donc, dans les petites VM, j'ai envie de dire, ça s'équilibre. Mais dans les plus grosses VM, et ici on est juste à 16 CPU, on pourra encore monter, l'écart est toujours assez grand pour Oracle. Tout simplement parce qu'ils sont moins chers et ils ne proposent même pas de prix à l'année. En tout cas, moi dans ma DB, j'ai pas remonté de prix à l'année. Donc là, je suis toujours sur un prix Hourly en réalité ou monthly pour Oracle. Et je suis bien moins cher qu'un prix all upfront, un prix yearly sur un an chez les autres hyperscalers. J'aimerais quand même signaler que ici, on est sur les prix publics. Et en fait,
tous les hyperscalers et la plupart des providers proposent des prix négociables si vous êtes entre guillemets un gros poisson. Donc, que ce soit Azure, que ce soit Google ou Amazon, quand vous venez et que vous dites je veux un bon nombre de VM, un bon nombre de services, je vais consommer tant, tout est négociable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos amis de chez Azure. Et donc ici, on est en train de parler de compute. Si on continue vers le bas, on a un petit tableau qui ici représente le prix du trafic sortant. C'est-à-dire que bon, pour la plupart des cloud providers, quand vous envoyez une donnée en direction du cloud, généralement, vous ne payez pas. Mais si vous envoyez une donnée sur Internet, vous allez payer au gigabyte envoyé par mois, avec des tarifs dégressifs. C'est pour ça qu'il y a différents paliers, et ici on les exprime avec, à partir du premier giga, 1 giga, 1 Tera, 10 Tera, 100 Tera, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que la plupart sont gratuits au départ. Après, au bout d'un moment, deviennent payants à un certain prix, et tout se stabilise vers 10 Tera, terabytes envoyés, où on est à peu près à 0,8 centimes pour tout le monde par giga pour envoyer sur le web. On est en train de parler ici des prix pour envoyer du trafic à partir de l'ouest, de l'est de l'Amérique, puisqu'on a testé les US aux US. Et par contre, on voit que Oracle, eux, ils sont à 0,08, 0,85 centimes. Donc en fait, ils ont un trafic réseau qui est 10 fois moins cher que les autres. Et encore une fois, les choses devraient être négociables, je pense. Je ne sais pas pour le réseau, mais ça devrait être négociable quand vous allez voir un cloud provider, vous lui dites, je vais envoyer des tonnes et des tonnes de Tera, de péta sur le web. Je pense que c'est négociable. Mais pour un tarif public, là, ils essayent encore une fois de casser les prix chez Oracle. Et le dernier cassage de prix, c'est sur le block storage. Sur le block storage, ici, on a une estimation d'un prix sur 1 Tera. Gardez en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le storage account et comment s'appelle et Azure, tout simplement parce que il y a des prix aussi qui sont dégressifs. Plus vous en avez dans votre storage account, moins ça va coûter cher au giga. Donc ici on est plus ou moins au maximum parce que je ne prends pas en compte cette distinction de storage account. Mais si on prend Amazon, Amazon représente à peu près la moyenne, enfin le block storage d'Amazon a un prix qui est la moyenne du marché global du cloud. On est sur 10 centimes par giga, tout le monde est à peu près à ça. Et en fait, Oracle, eux, cassent les prix, puisque ils sont, je crois, 10 fois, quelque chose comme ça, 10 fois moins chers. Et pour 1 Tera, on va passer de 110 dollars par mois à 28-30 dollars, voilà, 28 dollars par mois. Donc, on va casser les performances tout en gardant en tête on va casser les prix tout en gardant en tête les performances qu'on avait ici. Le block storage de Google a beau être aussi très performant, il est très cher et il n'y a pas toutes ces choses dont je vous ai parlé avec le storage account de Microsoft. Donc, bien qu'au niveau perf, Google et Oracle soient comparables, là on voit que Oracle surpasse tout le monde au niveau prix. Et c'est la tendance de Oracle globalement un petit peu partout. Que ce soit au niveau du bar métal, que ce soit au niveau du trafic, que ce soit au niveau des VM. Beaucoup de services comme ça, ils essayent de casser les prix. C'est une stratégie qu'ils ont sur le long terme pour investir ce marché en tant que hyperscaler et ramener beaucoup de clients. Parce que Oracle, c'est, je pense, le dernier, oui, je pense que c'est le dernier des Big Five ici à avoir investi le marché vraiment du cloud public. Bien qu'ils aient une expertise de 20 à 30 ans sur les data centers et les on-premise. Et donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai pris. C'est parfait. Troisième meeting, il sera 13h, pile poil. Pas parfait. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Merci. Moi, j'ai lancé un petit peu, j'ai mis en chat le lien vers le petit sondage rapide. Il n'y a que 5 ou 6 questions, je crois, de mémoire. Donc il y a aussi le lien ici ou le QR code pour répondre. Voilà, je pense qu'on en a fini. Merci à nos 3 intervenants cumulés, Microsoft, Cloud Mercato, merci beaucoup. Un meet-up prochain, j'espère en faire un. Nous espérons même en faire un et trouver des speakers avant les grandes vacances d'été, peut-être début juillet, fin juin. Peut-être que ces speakers futurs sont parmi vous, donc toujours pareil, un appel à candidature. Je sais parmi vous et je suis certain que parmi vous, des gens ont des choses à dire. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le site du Meetup
par exemple, ça fera très bien l'affaire, ou via le questionnaire de satisfaction. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Merci à tous. Je voudrais dire quand même qu'on a eu 140 inscrits pour cet event, c'est notre record. À chaque meet-up, de toute façon, on bat notre record ces derniers temps. Donc bravo à vous, messieurs. On a aussi franchi les 700 adhérents sur le groupe Meetup, donc ça ne fait que grossir au fil du temps. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à très vite, j'espère, pour un autre Meetup. Et puis également, si vous souhaitez rejoindre l'initiative du SIG et du chapitre français de la Fondation et nous aider à travailler sur le sujet, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, merci à tous. Je vous rends à votre travail normal. Bon appétit, bonne fin de journée, et puis à très vite.